Bien, bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer dès maintenant cette soirée concernée au partenariat public-privé avec deux questions basiques, faciles d'y répondre. Quelle efficacité pour les partenariats public-privés et quel futur au regard de la première réponse qu'on donnera à cette question sur l'efficacité? On peut se poser la question de savoir si d'ailleurs ce sont des questions pertinentes. Au regard de la réputation des PPP, j'imagine que vous doutez un petit peu que le contexte est plutôt défavorable. Que ce soit en France, quand on regarde un petit peu les émissions qui passent sur les marchés publics, les contrats de concession, les marchés de partenariat, au travers de différents exemples, Autolib, Vélib, Notre-Dame-des-Landes, que ce soit en Europe, si on regarde le dernier rapport de la Cour des comptes européenne, par exemple, qui insiste en mélangeant concession, marché de partenariat, qui insiste sur le fait qu'en Europe, généralement, les résultats sont plutôt négatifs. On a vraiment une vision assez pessimiste, et plus largement dans les pays en développement aussi, on peut avoir quelques retours d'expérience qui sont assez défavorables au PPP. Pour en parler ce soir, on a deux invités de marque. Donc je suis très heureux d'accueillir tout d'abord Salim Bensmaïl, qui est directeur de Fininfra. Fininfra, c'est la structure qui a remplacé déjà depuis quelque temps la mission d'appui au partenariat public-privé. Salim a l'habitude de se présenter comme un pratiquant des PPP, mais non croyant. Donc on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire probablement qu'il a une vision équilibrée et pas forcément toujours positive des PPP, mais je vais le laisser en discuter par lui-même. Et il était vraiment temps d'organiser cette soirée, puisque Salim Bensmaïl va quitter ses fonctions dans 48 heures, donc c'était maintenant ou jamais, pour l'accueillir et avoir son avis sur les partenariats publics-privés, plutôt sur le cadre français, j'imagine, même si Salim Bensmaïl en connaît beaucoup plus largement dans d'autres pays et d'autres zones géographiques. Et on a la chance aussi d'accueillir ce soir Stéphane Straub, qui est économiste, professeur à la fameuse Toulouse School of Economics, à l'école d'économie de Toulouse, qui est spécialiste des PPP, des partenariats publics-privés, et plus particulièrement des PPP dans les pays en développement. Et on a accueilli Stéphane parce qu'il vient de terminer une revue de ce qu'on peut dire d'un point de vue académique au regard des études empiriques de l'efficacité des PPP dans les pays en développement essentiellement, mais pas seulement, je pense qu'il aura des choses à dire plus largement. Ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter nos deux orateurs dans un premier temps. Donc on va laisser la parole à Stéphane Straub dans un premier temps pour une quinzaine de minutes. Puis ensuite on passera à la réponse, ou en tout cas complément donné par Salim Bensmaïl, avant de laisser la parole, comme d'habitude, à la salle et aux questions qui ne manqueront pas de venir, j'en suis sûr, de votre part. Alors moi je crois que mon propos il va être beaucoup plus modeste dans le scope qu'on va embrasser. C'est parce que je pense que dans ce que tu as évoqué, et le champ des partenariats publics-privés tel que tu l'abordes dans ton exposé, il est très large. Il couvre des choses, des éléments des politiques publiques de fond, quoi, sur la fourniture du service de l'éducation, par exemple. Nous, on est sur des sujets beaucoup plus modestes, c'est juste construire les murs dans lesquels ce service public va être assuré. Et donc fondamentalement, la question que Stéphane Saussier nous a demandé d'aborder aujourd'hui, en tout cas pour ma part, c'était finalement quel bilan on peut tirer de l'expérience française du recours au partenariat public-privé en comparaison des autres modes de réalisation qui sont aujourd'hui possibles, et quel avenir on peut voir, quelle place pourraient avoir les partenariats publics-privés à l'avenir comme outil de la commande publique et de la réalisation des projets d'infrastructure. Alors, moi, je commençais par un élément de définition très scolaire et très, qui est bien évident. Je pense qu'on est, quand on parle de partenariat public-privé au sens large, c'est, alors je ne prendrai pas la définition aussi rigoureuse que celle que tu as présentée, je dirais simplement c'est des contrats globaux avec un préfinancement privé. C'est pas présent, cette notion de préfinancement privé, je crois qu'elle est implicite dans la définition que tu as donnée, qui était celle de certains nombre d'organisations internationales, mais en gros, nous, ce dont on parle, c'est la question c'est les contrats qui comportent un préfinancement privé. Donc les PPP tels qu'on les cibles en France, c'est-à-dire les anciens contrats de partenariat, les marchés de partenariat, c'est-à-dire des contrats globaux à paiement public, et à risque donc de construction et de disponibilité, de performance, et puis les concessions qu'on pratique depuis très longtemps en France. Alors, je commencerai par quelques éléments de constat. D'abord, si on regarde le PPP au sens strict du terme à la française, contrat de partenariat, marché
partenariat, on est clairement, après avoir une période de recours très, très significatif, hein, même si ça restait relativement limité dans le poids global de l'investissement public. Je crois que même à la période où le PPP était extrêmement utilisé, on n'a jamais représenté plus de 7, 8% de l'investissement public global. Il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Donc quand certains craignent que le PPP arrive à tout emporter sur son chemin, ça reste un outil très ciblé et sur une niche du marché de l'investissement public. Donc après une période où on a beaucoup recouru au contrat de partenariat, au PPP, période à laquelle je crois on doit beaucoup à François Bergère, qui est présent, mon prédécesseur dans ses fonctions, et succédé une période pendant laquelle moi je suis arrivé, et sur laquelle on a fait pour le coup beaucoup moins de PPP. Et absolument. Donc là, je m'accroche à ce que tu disais tout à l'heure sur la nécessité d'avoir plus d'observations pour pouvoir construire une relation robuste de causalité sur le plan statistique. Et bon, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une période de critique qui s'était un peu calmée, mais qui n'a jamais complètement disparu, des critiques très fortes qui sont adressées au PPP. Je pense que vous les connaissez tous, ce sont des contrats qui sont réputés être très rigides. Certaines de ces critiques sont justes. Après, est-ce que c'est un problème ou pas? C'est un autre débat. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les critiques, mais je vais juste en citer, et si vous voulez, dans le Q&A, dans la séance ultérieure, on peut revenir sur certaines de ces critiques. C'est des contrats rigides. C'est sans doute vrai. C'est des contrats qui sont relativement rigides. Le marché du PPP est perçu comme un marché relativement oligopolistique. C'est une critique qui est importante, donc qui est réservée à quelques grands groupes qui trusteraient tous ces contrats. Et on sait, une des préoccupations importantes de la Cour des comptes hein, dans ces rapports. C'est quelque chose qui l'inquiète, et à juste titre, quand on est préoccupé du bon usage des deniers publics. Quand vous avez peu de concurrents, ça pose question. Après, on pourra revenir sur pourquoi il y a peu de concurrents et est-ce que, in fine, c'est vraiment un problème. Après, on considère que, parce qu'il y a du capital privé notamment, des fonds privés, ces projets sont réputés être chers. Là aussi, je pense qu'on peut en débattre. On peut en débattre, en tout cas dans le PPP à la française, qui est adossé à la financement en cession d'AI, avec très peu de fonds propres dans les projets. Nos PPP ne sont pas si chers que ça. Ça, on pourra y revenir. On les critique parfois pour une certaine absence de transparence, ce qui, pour moi, était une des critiques les moins compréhensibles en comparaison d'autres formes de réalisation des infrastructures publiques, où je vous mets au défi sur un projet, un marché, un projet en maîtrise d'ouvrage public, à l'OTI, etc., de reconstituer le coût global, ne serait-ce que le coût global de l'investissement, et le coût complet en intégrant le coût de l'entretien-maintenance et le coût du financement qui existe bel et bien, y compris dans la maîtrise d'ouvrage public. Il y a aussi des critiques qui sont importantes, et j'y reviendrai, qui est que dans le PPP, on fait prévaloir des considérations bassement matérielles de coûts sur des considérations notamment dans le secteur, dans les PPP bâtimentaires, sur des préoccupations de qualité architecturale, de qualité des constructions publiques. Et ça aussi, c'est une critique importante, et j'y reviendrai. Donc ça, c'est un peu le constat. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vais faire de manière très scolaire, en fait, en 3 temps, approfondir les éléments de constat, quelques éléments d'analyse, et puis quelques éléments de prospective en guise de proposition. Donc, la première chose, c'est que ce débat, il est quand même très difficilement compréhensible. On a un débat qui est quand même assez largement irrationnel. Il n'y a pas de pays où le fait de dire l'État ou la personne publique va être propriétaire d'un actif, mais pendant une période qui peut aller de 20 à 30 ans, on va organiser un portage de cet actif par du capital privé, et donc du capital plus cher que la ressource publique. Cette question-là n'est évidente nulle part, parce qu'elle est contre-intuitive, ça pose question. Donc il y a des débats sur le PPP dans tous les pays, mais ce débat est quand même beaucoup plus apaisé, y compris dans un pays comme le Royaume-Uni où le débat fait rage aujourd'hui. Ça reste fondamentalement, avec ce sens de la formule des Britanniques, un débat sur la value for money du PPP. Est-ce qu'on en a pour notre argent? C'est ça que demandent au fond, y compris les travaillistes, même s'il y a d'autres préoccupations, mais ça reste fondamentalement un débat sur la value for money. Est-ce qu'on en a pour notre argent?
En France, c'est pas ça les termes du débat. Les termes du débat sont certes, est-ce que ça coûte trop cher, mais on est quasiment dans la faute morale. On est à un niveau d'intensité dans le débat qui est tout à fait surprenant quand on compare les termes du débat. Et on peut quand même se dire que d'autres pays sont tout aussi soucieux des mêmes principes de bonne gestion publique que ceux qui nous animent en France. Et ensuite, c'est un débat qui est quand même souvent très injuste. C'est injuste parce que il n'y a que pour le PPP, ou si vous avez sur un dossier une affaire potentielle de délit de favoritisme, et donc une enquête pénale qui est ouverte, ça devient une faute du PPP. On met en cause le PPP. Vous avez des délits de favoritisme à tire-larigot, malheureusement, sur les marchés publics ou sur les concessions, ça arrive. Hein, on a quand même écrit la loi Sapin pour la DSP et les concessions. Ça arrive, mais on ne remet pas en cause l'outil. Ça ne remonte jamais sur une remise en cause existentielle de l'outil. S'il y a à un moment donné un opérateur privé qui se comporte très mal, qui est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Paris, hein, par exemple, mais tout à l'heure, même Stéphane cédait à ça. Est-ce que ce n'est pas le PPP qui est en cause ? Peut-être c'est juste l'opérateur qui est mauvais. Il y a des opérateurs qui sont mauvais et qui se plantent en marché public. On ne remonte pas de façon existentielle jusqu'au marché public. Donc on a un débat qui est très injuste. Et quand il commence à être injuste, eh bien, normalement, ça devrait quand même nous interpeller qu'il n'est pas complètement rationnel. Et puis, c'est pas un débat rationnel parce que, au fond, qu'est-ce qu'on reproche au PPP ? On lui reproche deux choses, je vais y revenir. C'est un contrat global, donc il n'est pas alloti. Et ça pose des problèmes à tout un tas de personnes, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Donc c'est un contrat qui globalise les prestations à un contrat unique. Et c'est un contrat qui est adossé à un financement privé. Mais en fait, ces deux caractéristiques sont exactement les caractéristiques de la concession. Mais on n'a pas le même débat. Et le caractère global du contrat, c'est aussi un problème pour l'ancien CREM, qui certes peut susciter des débats, mais on ne suscite pas les mêmes débats. Donc il y a autour du PPP des exigences et des interrogations et des critiques qu'on ne retrouve pas pour des contrats qui sont pourtant construits exactement de la même manière et donc sujets exactement aux mêmes critiques. Alors on peut se féliciter du fait qu'il y a quand même encore des pans de la commande publique qui sont à l'abri de tout ça. Enfin, c'est quand même un problème. Alors certes, le juge constitutionnel ne nous a pas beaucoup aidés, parce que quand en 2003, tout d'un coup, il sort de son chapeau une jurisprudence sur le fait qu'il y aurait des sortes de principes constitutionnels applicables à la commande publique, chose qu'aujourd'hui, j'ai quelques raisons de penser que le juge constitutionnel aujourd'hui trouve, s'il devait être confronté à la même question, apporterait pas forcément la même réponse. Mais à l'époque, on a fait ça. Et on ne voit pas pourquoi le juge constitutionnel a considéré qu'il pouvait y avoir un problème pour le PPP, parce qu'il disait, attention, la généralisation du PPP pourrait poser un problème d'égalité d'accès à la commande publique, parce que ce n'est pas des contrats allotis, c'est des contrats globaux, alors que ça fait 150 ans qu'on fait de la concession sans jamais se poser la question de son allotissement. Donc on a quand même une situation aujourd'hui qui est irrationnelle, et malheureusement, cette irrationalité, elle a été en partie confortée et inscrite dans le droit par des gens puissants. Alors j'essaye quand même depuis 4 ans de me dire pourquoi on a toutes ces polémiques. Pourquoi ? Alors là, j'ai trouvé une explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est même un peu polémique, mais je crois pas. Je crois qu'au fond, c'est la vraie raison. Tant qu'il n'y avait que la concession, la technique du contrat global à financement privé, elle ne concernait que des infrastructures économiques. Quand on a tenté à un moment donné d'exporter la technique du contrat global à financement privé à la sphère des infrastructures sociales, c'est-à-dire aux bâtiments, etc., c'est-à-dire des infrastructures où il n'y a pas d'usager qui paye, et donc par définition, on ne peut pas construire un modèle concessif. On l'avait tenté vaguement avec le METP, ça ne s'est pas très bien passé, et avec l'ordonnance de 2004 et la création du contrat de partenariat, c'est la technique du contrat global à financement privé qui fait irruption de façon décisive dans un univers qui, jusqu'à présent, en était exempté et qui était régi par ses propres règles. Les principes d'allotissement, les problèmes de maîtrise, la loi MOP de 85 et donc le fait que les personnes publiques étaient maîtres d'ouvrage, etc. Or, et ça je pense que ça a déclenché 3 types de réactions et critiques et d'objections différentes. Il y a d'abord une intuition, à mon avis, et je suis sûr qu'on la partage peut-être
tous un petit peu, qui est qu'on a l'intuition que la valeur ajoutée du secteur privé, qui justifie de lui payer des rendements élevés, etc., eh bien on se dit qu'il y a plus de valeur ajoutée quand il s'agit d'une infrastructure économique, de l'énergie, de l'eau, il y a une gestion commerciale, il y a un usager, il y a des techniques complexes à mettre en œuvre, des technologies. Donc, intuitivement, on se dit, ça ne pose pas de problème là, ou en tout cas, ça peut être justifié de payer une rentabilité de niveau privé, parce qu'il y a une valeur ajoutée, et intuitivement, on pense qu'elle est importante. Alors que, pour construire et entretenir une école, ou un groupe d'écoles, on n'a quand même pas l'impression que c'est de la science nucléaire, quoi, pour paraphraser un peu les anglo-saxons. Je pense qu'intuitivement, on se dit, c'est moins complexe, et on a plus de réticence à se dire que ça a du sens de faire assurer le portage capitalistique de l'investissement par le privé. Donc ça, c'est, je dirais, une bonne raison. Et une deuxième, en tout cas, raison totalement légitime, qui est que en entrant dans la sphère des infrastructures sociales, le PPP est arrivé, la logique économique, parce que le PPP, sa logique, c'est minimiser les risques et optimiser le coût global des projets. Mais cette logique-là est entrée en conflit avec d'autres politiques publiques. Et parce que dans le domaine des infrastructures sociales, c'est là dans d'autres domaines de la politique publique, on s'est éclaté. C'est-à-dire qu'on a dit l'accès des PME à la commande publique, donc on est allé vers l'allotissement comme un élément très fort jusqu'à la réforme de 2015. Ça continuait d'être un objectif très important de la politique. Donc vous avez cet objectif-là qui évidemment entre en conflit avec la logique du contrat global, qui est plutôt, elle, sur le registre de l'optimisation du coût, de la maîtrise des risques, etc. Et puis vous avez la qualité architecturale. Tout notre droit, la loi MOP, elle a été écrite suite à un rapport qui mettait au cœur des préoccupations de l'État la réhabilitation de la qualité des constructions publiques. Donc ça, on entre en conflit de façon beaucoup plus frontale avec d'autres politiques publiques quand cette technique du contrat global à financement privé arrive dans les infrastructures sociales. Et ça, je pense que c'est spécifique au projet bâtimentaire. Et ça a expliqué qu'il y a eu une réaction très très forte de gens qui défendaient au fond des considérations tout à fait légitimes, qui étaient des objectifs de politique publique, et en disant, avec cette logique du PPP, vous tuez l'accès des PME à la commande publique, vous privez d'effet les politiques en faveur de la qualité architecturale, etc. Et évidemment, et ça, il faut le dire, vous entrez en conflit avec les intérêts économiques qu'il y a derrière ça. Derrière ces politiques publiques, vous avez les PME et les fédérations professionnelles qui sont plutôt les fédérations de PME, du bâtiment et des travaux publics. Vous avez évidemment les architectes qui expriment des préoccupations de politique publique absolument pertinentes, mais qui expriment aussi leurs intérêts économiques à eux. C'est sûr que le monde des concours d'architectes est un élément important de la vie économique du monde de l'architecture en France. Et donc évidemment, ces intérêts économiques se font percuter. Les bureaux d'ingénierie indépendants des grands constructeurs aussi. Donc voilà, et donc vous avez cette ligue de préoccupations qui, à mon avis, explique la virulence du débat sur le PPP. Comme tu le disais, je pars en 48 heures, je voulais le dire. Je pense que ça fait 4 ans que je cherche à comprendre. Et à mon avis, je ne vois que cette explication-là. Parce que pourquoi le PPP suscite ces débats alors que la concession n'en suscite pas, ou alors de façon beaucoup plus ponctuelle, de temps en temps, et je suis bien placé pour ça, que ce soit dans l'eau ou dans les autoroutes, de temps en temps, il peut y avoir des débats, mais ils sont plus, c'est plus sectoriel et c'est moins l'outil en lui-même qui est remis en cause. D'ailleurs, les collectivités locales et les élus veillent à ce qu'on ne remette pas en cause la DSP. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que dans ce débat, il y a un grand absent. Parce que tout le monde s'exprime. Les juridictions financières, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, les architectes, les fédérations professionnelles, les fédérations des investisseurs. Il y a ceux qui promeuvent le PPP, il y a les intérêts économiques qui promeuvent la commande publique traditionnelle. Tout le monde s'exprime, mais il y a un groupe de personnes qu'on n'entend jamais. Je ne sais pas si vous avez une idée. Non, nous on n'a pas le droit de parler, sauf aujourd'hui. Les maîtres d'ouvrage publics. C'est quand même eux qui utilisent ces outils. Vous avez déjà entendu un jour les maîtres d'ouvrage publics venir sur la place publique et dire « Écoutez, nous, on a un problème avec tel outil, etc. » Eux, on leur demande jamais leur avis.
où on leur demande, où ils n'osent pas s'exprimer, où ils ne sont pas organisés pour s'exprimer, mais les maîtres d'ouvrage, eux, ne parlent jamais. Et ça c'est un problème. La seule fois où moi j'ai vu les maîtres d'ouvrage s'exprimer, c'est quand la direction des affaires juridiques de Bercy a conduit une grande concertation en préparation de la réforme de la commande publique de 2015, et là on a eu des retours de maîtres d'ouvrage. C'est absolument pas les mêmes termes que le débat public, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a une dominante du retour des maîtres d'ouvrage publics qui est « foutez-nous la paix ». On sait mieux que vous. Laissez-nous choisir. Laissez-nous composer les montages contractuels qui correspondent à nos capacités, à nos projets, etc. C'est ça qu'ils nous disent les maîtres d'ouvrage publics. Et donc, moi, je pense que dans ce débat, un jour, sur la commande publique en général, etc., si on ne redonne pas la parole aux maîtres d'ouvrage publics, si les maîtres d'ouvrage publics ne s'organisent pas pour prendre la parole, eh bien, on continuera de tourner en rond dans des polémiques qui sont finalement, qui ne font avancer personne. Alors, que sait-on dire de la performance des PPP ? Alors, il faut distinguer deux choses. Pour moi, le PPP, c'est un outil en construction et un outil d'exploitation et de gestion à long terme d'une infrastructure. Alors, je vais commencer par le risque de construction. Et je saucissonne à dessein la démonstration parce que je crois que c'est in fine comme ça qu'on va avancer dans le débat. Sur le risque de construction, la conclusion, elle est... Le risque de construction, la conclusion, elle est claire, elle est sans appel et elle est surtout sans surprise. Le PPP marche très bien et il marche sans doute et le plus souvent mieux que la nôtre. Pas toujours, parce que vous avez des très grands maîtres d'ouvrage qui savent bien faire les projets. Moi, j'ai bossé à la ville de Paris pendant 7 ans. La DPA de la ville de Paris est capable de vous produire des choses au budget, dans les délais, etc. C'est un exploit, étant donné les outils de la commande publique qu'on lui donne en maîtrise d'ouvrage public, mais elle y arrive plus ou moins. Donc quand vous êtes équipé, ça marche bien. Mais dans la majeure partie du temps, le PPP fait quand même mieux que la maîtrise d'ouvrage public. Et le constat, il est sans appel. Alors, il y a plusieurs études, alors vous pouvez y aller de manière intuitive. On a quand même livré, à travers des formules de PPP, 3 lignes à grande vitesse, parmi les plus grands chantiers d'Europe ces dernières années, dans les délais et au budget, jusqu'à nouvel ordre. On verra comment tout ça se termine. Enfin, aujourd'hui, on est plutôt parti pour les livrer strictement au budget, sur des projets de plusieurs milliards d'euros. Donc je ne sais pas si les constructeurs ont perdu de l'argent, mais en tout cas la personne publique a signé un contrat à prix forfaitaire, et pour une fois, à la différence de la commande publique traditionnelle, le prix il est forfaitaire. Donc intuitivement, on voit que ça marche. Vous avez une étude qui, à ma connaissance, le seul travail sérieux, systématique qui a été fait là-dessus, c'est de l'ANAP, qui est l'agence d'évaluation des établissements de soins, qui est une structure publique, un GIE public, et qui a fait une étude de plus d'une centaine d'opérations bâtimentaires dans le secteur hospitalier, où on adore nous expliquer que sous prétexte qu'il y a eu l'hôpital d'Evry, le PPP ne peut pas marcher dans le secteur hospitalier alors qu'il est utilisé par plein d'autres pays sans avoir les psychodrames qu'on a chez nous. Et cette étude, elle a montré quoi? De façon très simple, elle a constaté que sur une centaine de projets, la dérive médiane, pour être très précise, la dérive médiane de coûts supportés par la personne publique en maîtrise d'ouvrage public, pour les projets qui ont été conduits en maîtrise d'ouvrage, est de 22%. Pour les projets qui ont été conduits en conception-réalisation, la dérive médiane est de 15%. Donc on voit déjà, quand on commence à retriturer l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, on commence à avoir des résultats qui sont un peu meilleurs. Et puis, la dérive médiane pour le PPP, supportée par la personne publique, 2%. La messe est dite, c'est terminé. Personne ne peut plus dire qu'on ne sait pas si le PPP est plus performant. En construction, il l'est. Alors je dis ce constat, et à ma connaissance, c'est ce que montrent aussi beaucoup d'études à l'étranger, dans des secteurs très différents, etc., dans le temps et dans plein de pays. Bon. Mais honnêtement, il n'y a pas de quoi être surpris. Alors, pourquoi ce n'est pas une surprise? Alors, je voudrais tout de suite évacuer le débat sur la qualité de la maîtrise d'ouvrage public versus la qualité de la maîtrise d'ouvrage privé. Il y a de très bons maîtres d'ouvrage publics, il y a de très bons... Et il y a de toute évidence d'excellents maîtres d'ouvrage privés, parce que visiblement, ils livrent dans de très bonnes conditions. Moi, je crois que le débat qu'on doit avoir là-dessus, c'est un débat qui est de savoir si on doit continuer à vivre et à réfléchir à ce sujet-là sous l'emprise d'une loi MOP de 85, qui date quand même de plus de 30 ans, à une époque où les injonctions et les objectifs qui pesaient sur les maîtres d'ouvrage étaient
quand même plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont des sujets de développement durable, de performance énergétique des bâtiments. Enfin, c'est devenu beaucoup plus complexe aujourd'hui de concevoir et de faire un projet qu'avant. Or, la question qui est posée, c'est est-ce qu'au XXIe siècle, toutes les personnes publiques ont vocation à être maîtres d'ouvrage de leur projet? Parce que ça reste la présomption qui sous-tend tout notre droit de la commande publique. La maîtrise d'ouvrage privé reste, en tout cas hors champ des concessions, doit toujours justifier son existence. Or, il y a des pays où, au contraire, c'est le fait même de faire en maîtrise d'ouvrage public, je pense au Canada, qui doit justifier son caractère exceptionnel. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout faire en maîtrise d'ouvrage privé. Mais je pense que le débat qu'on doit avoir, c'est est-ce qu'au XXIe siècle, toutes les personnes publiques ont vocation à traiter la capacité de maîtrise d'ouvrage comme une de leurs compétences stratégiques et donc une compétence sur laquelle elles sont prêtes à investir de la ressource. Parce que la réalité, c'est qu'on a fait la loi MOP en 85, quelques années, 2 ans après avoir fait la décentralisation. Et quand on a fait la décentralisation, on a confié, et cette dynamique se poursuit depuis, les responsabilités de maîtrise d'ouvrage à plein de collectivités qui n'en ont juste pas les capacités. On a la moitié des pouvoirs adjudicateurs en nombre de toute l'Union européenne. Donc forcément, on a des tout petits pouvoirs adjudicateurs à qui on ne peut pas dire « vous devez être un maître d'ouvrage ». Ou alors, et c'est pas en disant « vous êtes un maître d'ouvrage et je vais vous mettre une AMO » et vous êtes tout à coup, vous allez devenir une AMO. C'est pas vrai, un maître d'ouvrage. Ce n'est pas vrai. C'est pas ça, être maître d'ouvrage. Parce que l'AMO, quelle que soit sa qualité, c'est pas elle qui, in fine, porte le risque et qui paye s'il y a un problème. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui paye doit savoir. Et s'il ne sait pas, il ne fait pas. Il ne devrait pas faire. Et je pense que c'est ce débat-là aujourd'hui qu'on doit avoir là-dessus. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que le PPP produit des résultats? Parce que le PPP est conçu, il a été pensé dans sa structuration pour produire de la maîtrise des coûts et de la maîtrise des risques. La MOP, elle n'a pas été pensée pour ça. On n'a pas inventé le principe de l'adossement pour maîtriser les coûts. Ça se saurait. Ou pour maîtriser les risques d'exécution en maîtrise d'ouvrage. Au contraire, jamais un maître d'ouvrage privé ne se comporte comme un maître d'ouvrage public. Parce que le maître d'ouvrage privé, il n'a pas tous les objectifs d'accès des PME à sa commande, etc. Lui, il n'a qu'un seul objectif, faire son bâtiment au meilleur coût. De temps en temps, vous allez avoir des maîtres d'ouvrage, des entités privées qui disent « moi, je veux un geste architectural ». Et là, ils vont organiser un concours d'architectes. Enfin, en général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, toute la maîtrise d'ouvrage public n'est pas conçue pour produire de l'efficacité et de la maîtrise des coûts, alors que le PPP, il a été conçu consubstantiellement, il est fait pour ça. Il n'est pas fait pour faire de l'accès à la commande publique des PME. Il n'est pas fait pour faire de la qualité architecturale. Parce qu'on ne prévoit pas normalement de concours où vous allez d'abord choisir un projet, indépendamment de son coût, indépendamment de son coût d'entretien et maintenance. Non, il est conçu différemment. Donc tout est différent. Dès lors que vous considérez que c'est la question du coût et du risque qui est centrale, eh bien vous faites tout autrement, vous faites tout différemment de la maîtrise du code des outils traditionnels de la commande publique. Vous réunissez, évidemment que vous réunissez la conception et la construction. Au moins ça. Jamais vous allez séparer et mettre un maître d'ouvrage public entre la conception et la construction, parce que sinon, qui c'est qui prend les balles perdues? Qui c'est qui, in fine, paye les problèmes de calage entre les deux? C'est forcément la personne publique. Donc, vous ne faites pas les projets de la même manière. Donc, c'est pas dire que les maîtres d'ouvrage publics sont pas bons que de dire que le PPP est meilleur. C'est parce que dans le PPP, on s'organise de façon différente. Et il y a, moi je tiens à insister là-dessus, notamment pour les gros projets, il y a quelque chose que personne ne voit à l'extérieur dans le financement privé. Pour les grands projets, c'est pas juste de l'argent, c'est un financeur qui va faire une due diligence avant, qui va vérifier que les risques sont parfaitement identifiés, alloués, qu'il n'y a pas d'interface qui soit maltraitée dans la structure contractuelle. C'est ensuite en exécution un prêteur et un investisseur qui vont exiger qu'au fur et à mesure du projet, avant de libérer des sommes nouvelles, on démontre que les sommes précédentes ont bien été employées, qu'on n'est pas en retard, qu'il n'y a pas de dépassement de coûts, qu'on n'a pas financé des dépassements de coûts avec les enveloppes sur lesquelles on a tiré précédemment. C'est comme ça que ça se passe sur un très grand projet. Alors évidemment, vous n'avez pas ça pour un petit projet. J'y reviendrai.
en conclusion, je te rassure Stéphane, vous n'avez pas ça pour un petit projet, vous avez ça pour les grands projets, et là, vous avez la valeur ajoutée du financeur. Et ça, c'est totalement absent du débat public, personne ne le voit. On voit que oui, combien ça coûte la dette, combien ça coûte les fonds propres. Mais combien ça nous apporte? Qu'est-ce qui nous apporte ces gens-là? Bien, regardez comment on a construit des lignes à grande vitesse, regardez le rôle des prêteurs, regardez ce que les prêteurs exigent à chaque étape, tous les 3 mois avant de libérer encore une tranche du crédit, et vous comprendrez pourquoi ces projets sont livrés dans le budget et à l'heure. Donc ça, c'est sur le risque de construction. Sur le risque sur la question de la performance à long terme, je crois qu'on l'a évoqué, je crois qu'on ne sait pas, et malheureusement on ne saura jamais, pour la raison que tu évoquais, qui est qu'on ne sait pas construire le contrefactuel contre lequel évaluer de façon rigoureuse si le PPP aboutit vraiment à un coût global dans la durée meilleur que la MOP. Parce que qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer des PPP dans lesquels les personnes publiques sont engagées contractuellement à financer l'entretien-maintenance pendant 20 ans à des projets publics où elles ne sont pas obligées de financer l'entretien-maintenance et où, de fait, généralement, elles passent leur tour régulièrement. Ça ne sert à rien de comparer ça. Et alors, la question, c'est est-ce que ce qu'il ne faudrait pas non plus, c'est que la seule valeur ajoutée du PPP, ce soit un instrument pour se lier les mains. Si c'est juste ça, d'abord, on n'a pas besoin de financement privé. On peut se débarrasser, on n'a qu'à faire un contrat d'entretien-maintenance de 20 ans, avec des fortes pénalités de dédit pour la personne publique, et on va économiser les capitaux privés. Donc la seule valeur ajoutée, ça ne peut pas être ça. Même si je comprends qu'on puisse considérer que c'est important, c'est un peu désespérant en termes de gestion publique de se dire que la seule manière pour l'État ou les collectivités publiques de bien entretenir leurs bâtiments, c'est de signer des contrats que jamais une entreprise privée ne signerait pour elle-même, c'est-à-dire un contrat sur 20 ans, où par définition les gens ne savent pas évaluer de façon précise et rigoureuse, une fois sur deux, exactement le juste prix de la prestation qu'on leur demande sur 20 ans. Donc ça ne peut pas être juste ça, la valeur ajoutée du PPP. Et donc là, c'est là que la question du rôle des capitaux privés est centrale. Et la question, c'est justement, là aussi, c'est est-ce que les prêteurs et les investisseurs, dans la durée, apportent une valeur ajoutée dans le flicage du mainteneur et de la politique d'entretien-maintenance, parce qu'ils sont en risque sur une partie, tout ou partie des capitaux qu'ils ont mis dans le projet, que ce soit en dette ou en fonds propres, est-ce qu'ils apportent une valeur ajoutée telle que ça justifie la rentabilité qu'ils demandent pour ce portage financier. Et ça, c'est une question extrêmement difficile, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas le seul pays à avoir du mal à conclure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a en Europe, il y a 2 cas polaires. Et personne n'est content. Vous avez les Anglais et tous les autres pays, la plupart des autres pays européens, qui font du PPP du vrai à la dure, dans lesquels la non-performance est très sévèrement sanctionnée. C'est-à-dire que la non-performance, ça peut conduire à ce que le loyer du PPP soit nul, ce qui n'est pas possible dans nos montages en France. Donc, si le loyer tombe à 0, si la performance est nulle, la disponibilité, l'infrastructure n'est pas disponible, loyer 0. Et on met en faillite des sociétés qui gèrent des PPP hospitaliers sans état d'âme. Donc vous avez, ça, c'est des PPP qui sont chers, qui sont extrêmement performantiels, ce qui met une pression terrible sur la performance. Eh bien, les Anglais la Cour des comptes britannique, elle les considère que c'est sans doute pas value for money là. Donc le rapport qualité-prix n'est pas au rendez-vous. Et nous, on est à l'autre extrême. On a des PPP où 80% du loyer est garanti à travers la cession d'AI. Je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, on ne peut faire porter en France de fait des incitations à la performance que sur 20% de la structure de financement. Donc on a en fait des PPP. Alors ce qui est vachement bien, c'est que nos PPP, contrairement à ce qu'on dit, ils ne sont pas chers du tout. Aujourd'hui, l'État, sur une tranche de dette d'AI, il paye 60 points de base de spread sur une OAT. Donc c'est rien. Enfin, on peut dire que c'est très cher, mais enfin, la réalité, c'est que le surcoût est quand même pas considérable. Donc on a des PPP qui sont pas chers, dont il faut bien reconnaître qu'ils sont peu performantiels, même si au moins ils ont la vertu d'engager les personnes publiques à financer l'entretien-maintenance à long terme. Mais là aussi, on nous explique que c'est pas value for money.
La Cour des comptes, en gros, le débat aujourd'hui nous dit c'est trop cher, ça n'en vaut. Donc en fait, on est dans une situation très paradoxale dont je ne suis pas certain complètement comment on en sort. Alors, en conclusion, et où je vois un peu le marché aller. Bon, la concession, j'en parle pas trop, elle a encore de beaux jours devant elle, tant qu'on ne va pas l'embêter. Je pense que la question qui peut se poser sur la concession à terme, c'est est-ce que c'est très intelligent de faire de la concession telle qu'on l'a toujours fait, où on a tendance à le faire, je pense aux autoroutes, etc., et où on dit en gros sur une autoroute nouvelle, vous prenez votre risque sur 20 ans, votre risque trafic, allez-y. Je veux dire, ça, normalement, ça coûte cher, parce que c'est un peu la roulette russe pour le concessionnaire, dont j'attends toujours qu'on m'explique quelle capacité il a à créer du trafic. Bon. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de capacité à créer du trafic, vous risquez de demander une rentabilité relativement élevée pour vous couvrir d'un risque. Si l'État est prêt, et historiquement l'État a été prêt à payer des primes de risque pour ça, c'est plutôt les usagers, hein, in fine, qu'ils payent à travers le péage, mais bon, peut-être qu'il y a moyen d'aller vers des choses où on va réguler dans le contrat le risque, en réduisant la quantité le quantum de risque, en donnant des clauses de rendez-vous tous les 5 ans, ou au bout d'une période intermédiaire où on peut rebaser l'économie du contrat. Ça permettrait de rester dans le cadre concessif, mais de faire baisser le coût du capital parce qu'ils prendront moins de risques. Moi, je pense que c'est une évolution à regarder. Et c'est en fait rapprocher les concessions, les actifs contractuels, du monde des actifs régulés, l'énergie, dans lesquels il y a des contrats quinquennaux entre le régulateur et les entités régulées, et où la prise de risque, elle se fait sur tranche de 5 ans, et où, à contrario, le coût du capital est très bas, parce que vous prenez un risque tout à fait modéré. Donc à mon avis, ça peut être ça le débat sur la concession. Pour les PPP, à mon avis, on va avoir le choix entre 3 modèles de PPP style marché de partenariat. On peut continuer à faire les PPP tels qu'on les fait en France, que moi j'appelle les PPP en fait à dominante portage. Parce que quand vous avez 80% de la structure financière qui est en fait garantie par la collectivité, votre PPP, au-delà de la période de construction, où ça, les PPP ont toute leur valeur, ils ont quand même fondamentalement, ils assurent une mission de portage. Bon, et de commitment, d'engagement durable de la personne publique à payer l'entretien et la maintenance. Ces outils-là, moi je crois que l'État va plus en faire. Ou en tout cas, et là je parle à titre strictement personnel, je n'engage ni l'État, ni mon institution, ni Fininfra, mais je pense que ça va être très difficile de convaincre dans la configuration de taux et de spread, etc., qui est la nôtre aujourd'hui. À partir du moment où ces PPP sont consolidants, donc ils comptent en dépenses publiques, ils comptent dans la dette publique, donc vous n'avez aucun avantage à les faire, et en plus vous payez un peu plus cher la dette. C'est extrêmement difficile à justifier, et je crois que ça va être difficile de le justifier à l'avenir. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on bute pour continuer à faire des PPP de l'État. Par contre, pour les collectivités locales, les termes de ce débat peuvent être différents, parce que pour une collectivité locale, c'est pas si évident que ça, que l'externalisation du portage financier, il n'a pas un intérêt stratégique, etc. Mais pour l'État français, je crois que ça va être compliqué de le justifier. Et donc après, l'alternative, c'est le PPP de performance, le vrai PPP de performance. On fait comme les autres. Fini la DAI, des clauses de pénalité très très fortes. Ça va donner des PPP chers. Donc il faut les réserver aux actifs sur lesquels la performance est un enjeu essentiel et où vous êtes prêt à payer un peu cher pour avoir de la performance. Bon, est-ce que c'est des écoles, honnêtement, ou même des PPP bâtimentaires? Je ne suis pas convaincu. Par contre, une infrastructure ferroviaire, le Grand Paris Express, des choses comme ça aurait du sens. Parce que alors là, la ponctualité et la performance, la disponibilité de l'infrastructure, c'est essentiel. Donc si on y arrive dans le montage actuel, c'est très bien, mais en tout cas, théoriquement, ça pourrait se concevoir qu'on veuille payer pour être sûr d'avoir ce type de performance. Et ça aurait un effet induit, que certains qualifieront d'avantage, moi je m'en garderais bien, c'est que ces PPP-là, ils seraient déconsolidants au sens de Maastricht. Et donc, un jour ou l'autre, peut-être que les décideurs publics vont revenir se poser cette question-là. Mais il ne faudra pas le faire parce que c'est déconsolidant. Il faudra le faire si vous êtes convaincu que ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour de la performance. Et le dernier type de PPP, j'en conclus, mais j'ai été beaucoup trop long, c'est le PPP de construction.
C'est au fond de dire, je garde du PPP ce qui marche à tous les coups et qui est démontré comme fonctionnant, c'est-à-dire le PPP en phase de construction. Et ça, vous avez un contrat global avec un paiement différé, ce qui est évidemment Horresco référence de la commande publique, mais de toute évidence, ça c'est un cocktail qui marche bien. Dire à quelqu'un, je vous transfère la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, la conception, la construction, tout ça c'est votre responsabilité, vous vous débrouillez entre vous. Moi je vous paye un prix forfaitaire et je vous paye à la livraison, et tant que vous ne m'avez pas livré quelque chose sans réserve, je ne commence pas à vous payer. De toute évidence, ça a des effets extrêmement motivants sur la performance en construction. Et ça, on pourrait imaginer de faire des PPP qui fonctionnent comme ça et en dégonflant très fortement la part du financement long terme et en faisant un très gros paiement ou un paiement échelonné mais très rapidement dégonfler la part du financement privé postérieurement à la livraison. Donc ça c'est pour moi un peu les trois scénarios, et ma conclusion c'est que ce débat sur le PPP de construction, en fait on voit bien que derrière, au fond, c'est pas tellement un débat sur le financement, ça devient un débat sur, c'est plutôt comment vous positionnez cet outil par rapport à la commande publique traditionnelle. Au fond, c'est ça le débat. Et donc c'est un débat sur la maîtrise d'ouvrage. Et je pense que ces débats-là, ces questions-là sur le PPP, il faut arrêter de les traiter par le biais du financement. Et ma dernière proposition, ou en tout cas piste pour l'avenir, c'est qu'il est grand temps d'organiser quelque chose qui ressemblerait à des assises de la maîtrise d'ouvrage public du XXIe siècle, 30 ans après la loi MOP, et en tenant compte de où on en est aujourd'hui en termes d'exigences sur les projets et où en sont les personnes publiques dans leur capacité à porter les projets, et donc quelle doit être à terme la nouvelle frontière, si tant est qu'elle doit bouger, entre ce que les personnes publiques font elles-mêmes et ce qu'elles confient à l'ingénierie et à l'expertise du secteur privé.